Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Hervé Duhamel, qui après avoir performé jeune est devenu entraîneur. On revient bien évidemment sur son parcours, mais on parle surtout de périodisation de l'entraînement, notamment cette période hivernale. On parle également de technique, ainsi que de son rôle dans l'équipe de France de kayak marathon. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Hervé et ses secrets. Salut Hervé, comment ça va aujourd'hui ? Eh ben écoute, super bien. Bon, je suis content de t'avoir enfin sur le podcast, puisque ça fait un petit moment qu'on essaye d'enregistrer l'épisode, et à chaque fois on a quelques galères. Donc c'est vraiment un plaisir de t'avoir après le nombre de fois où tu es ressorti dans les podcasts. Donc pour commencer, c'est la petite question de base. Comment toi tu as découvert le kayak ? Et pour ceux qui ne te connaissent pas, quel âge as-tu pour recontextualiser un peu tout ça ? Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai 50 ans, un joli chiffre. J'ai commencé le kayak à l'âge de 12 ans au club de Louviers. J'ai découvert la pratique du canoë-kayak peut-être 6 mois avant, dans une autre ville, à Pont-de-Mer, où avec une bande de copains, on s'était mis à la pêche. Et au bord de la rivière, je voyais bien les kayaks, c'était au-dessus d'un club de kayak. Et je voyais les gens du club de kayak de Pont-de-Mer, et ça m'a interpellé. Et donc quand je suis arrivé à Louviers, il fallait que je choisisse une activité, et donc j'ai choisi canoë-kayak. Est-ce que tu faisais d'autres sports avant, à part la pêche, si on peut appeler ça un sport ? Alors dans l'associatif, j'ai essayé le football, toujours avec une bande de copains, mais bon, a priori mes talents footballistiques étaient pas super présents à cet âge-là. Ça puis du judo. Et donc à 12 ans, tu débarques au club de Louviers pour t'amuser, oui. J'imagine ? Ouais, pour s'amuser. Ouais, pour s'amuser, carrément. Mais super rapidement, quand même, au club de Louviers. Alors c'est un club un petit peu historique parce que, alors moi j'ai pas connu, mais ça a été un très très grand club français de canoë-kayak, surtout en course en ligne. Et mais bon, il restait quelques personnes avec la culture de la compétition. Et donc même si c'était de l'amusement quand même, on pagayait pour être performant le dimanche en compétition. Les compétitions, c'était quoi ? C'était tout de suite de la course en ligne ? Non, alors là-dessus j'ai eu de la chance. C'était slalom descente et course en ligne. Et le hasard fait que j'ai bien aimé la descente. Slalom, j'étais pas super bon, mais mes potes faisaient plutôt de l'eau vive. Et donc la descente, ça me plaisait bien. Et pourquoi tu dis que tu as eu de la chance ?
J'ai eu de la chance parce que j'ai pu manier la pagaie en eau vive, en eau plate, assez rapidement en mer, un petit peu sur tout plein de milieux, sur tout plein de domaines. Enfin, on faisait du canoë, on faisait du kayak. C'était vraiment ultra polyvalent. Pour toi, cette polyvalence, avec le recul, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable à tes yeux pour performer, ou un bon prérequis, on peut dire? Pour performer, j'en ai aucune idée. Non, je pense même que c'est pas obligatoire. Par contre, moi, dans mon imaginaire, quelqu'un qui pratique le canoë-kayak en compétition, voire et en plus qui a des bons résultats. Alors on va prendre l'exemple de la course en ligne. Il est en vacances sur l'Ardèche. Cet été-là, il y a un petit peu d'eau. Il n'est pas capable de monter dans un bateau, enfin, de pas savoir faire un petit enchaînement, un stop back, une reprise. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais bon. Mais non, c'est pas rédhibitoire pour la compétition de haut niveau. Tu dis que tu as particulièrement aimé la descente. Ça veut dire que ton entraînement était surtout axé sur la descente au bout d'un moment? Eh ben donc j'ai connu la course en ligne, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Donc quand t'es minime, il y a des régates de l'espoir. Bonjour. Moi à cette époque-là, en Normandie, il y avait un super bon niveau en course en ligne. On était dans une région un petit peu phare. Donc ça a commencé en minime 1, en minime 2 avec j'ai fait des podiums aux régates de l'espoir. Donc ça m'a boosté course en ligne, quoi. Et donc cadet, j'ai continué à faire les chemins de France et de course en ligne et d'eau vive. Voilà. Et il y a qu'à partir de junior quand je suis parti en sport-études, où là après j'ai arrêté de faire de l'eau vive et j'ai fait quasiment que de la course en ligne. En eau vive, ça se passait bien aussi? J'étais pas, non, en slalom, j'étais limite, en slalom, je me souviens qu'en KD2, il avait fallu que je fasse une deuxième sélective pour me sélectionner en slalom, parce que la première, j'avais merdouillé. Non, j'étais pas une star en eau vive, mais j'aimais bien. Quand t'intègres sport-études, est-ce que à ce moment-là, c'est plus qu'un amusement pour toi? Dans le sens où, normalement, quand on va en sport-études, les horaires sont aménagés pour s'entraîner beaucoup plus. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressentais, que tu le vivais? Ouais, un amusement, carrément. C'était vraiment pas s'entraîner, c'était vraiment pas de la contrainte. De toute façon, c'était que du plaisir. J'ai toujours aimé m'entraîner, j'ai toujours aimé être avec mon groupe, mon groupe de potes de kayak. On faisait du vélo, de la course à pied, de la musculation. On a eu la chance d'être bien éduqué par rapport à ça. Donc c'était vraiment que de l'amusement. Quand tu rentres en sport-études, ça prend pas une autre dimension pour toi alors? Si, ça prend complètement une autre dimension parce que là tu t'attends en termes de performance sur les compétitions, tu te dis que quand même ton classement il va être autre chose, quoi. Et par rapport à ça, ouais, moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à avoir quelques bons résultats, à avoir des participations sur les équipes de France, sur des championnats, sur des saisons, sur des sélections. Donc là-dessus c'était cool, mais ça restait toujours un amusement, du plaisir d'aller s'entraîner. Avant que tu rentres en sport-études, c'était quoi à peu près ton rythme d'entraînement? Parce que dans toutes les personnes que j'ai interviewées, vu que tu as écouté quelques podcasts, souvent quand on est jeune, c'est 2 séances par semaine, parfois 3. Est-ce que toi, ça ressemblait aussi à ça? Non, nous ça ressemblait, on s'entraînait tous les jours. Tous les jours, on était au club, on y a passé des heures et des heures au club. Toutes les vacances, on passait nos journées au club. Et il y avait des entraîneurs à chaque fois pour vous encadrer? Non. À certains moments, oui, à d'autres, non. Moi, c'est pareil. À mon époque, pour te donner une ordre d'idée, donc la Normandie.
Donc à l'époque, c'était 2 régions administratives différentes, mais bon, ça représente 5 départements. Il y avait 5 cadres d'État, il y en avait un par département. Il y avait aussi 2 CTR. Donc il y avait, moi j'ai connu le kayak gavé de subventions publiques, d'argent public. Et donc il y a on était toutes les vacances, on faisait des super stages, on allait dans les Alpes, on allait dans le Morvan. Non, j'ai eu la chance de pratiquer dans des super bonnes conditions, de faire plein de stages, d'avoir la chance de côtoyer plein de professionnels. Tu disais que vous étiez une bande de copains. Est-ce que jusqu'à quand tes copains ont pu te suivre avec ton rythme de vie qui devenait plus professionnel? Est-ce qu'ils ont été avec toi en équipe de France jeune? Non, alors après dans la bande de copains du club de kayak, il y en a un, il s'appelle Franck Delachère, les slalomeurs le connaîtront bien, il travaille au club de Lannion. Donc lui c'est pareil, il a été un bon athlète, et c'est toujours un super navigateur, et donc maintenant il est devenu professionnel du monde du kayak. Quant aux autres, il y en a un autre qui a été aussi en sport-études, et moi la sport-études, je suis à la Boulogne-sur-Mer pour rejoindre un de la bande qui était en sport-études là-bas. Lui, entre-temps, il fait plus de kayak, et puis sinon les autres, après, c'est des gens, non, ils sont restés sur Louviers. Quand tu rentres en sport-études, est-ce qu'il y a des grosses différences en termes d'entraînement par rapport à ce que tu faisais? Ouais, les partenaires d'entraînement. Là, le niveau, tu t'entraînes plus avec des gens qui sont plus faibles ou alors que t'en as un ou deux qui cravachent un peu. Là, t'es dans un groupe dans toutes tes activités. Si tu veux commencer à jouer un peu tout le monde a un bon niveau, quoi. Mais en termes de volume d'entraînement ou d'intensité des séances, ça ressemblait à ce que tu faisais? Oui, il y a quelque chose près. Ouais. Sauf que bon, là, forcément, la marche elle est un petit peu plus haute, les intensités elles sont un peu plus longues, elles sont peut-être un peu plus intenses. Peut-être qu'il y a des enchaînements que nous on faisait pas en club, alors que après on faisait en sport-études. Tout à l'heure, tu disais que tu avais été en équipe de France junior. Est-ce que quand tu rentres en équipe de France junior, c'est une surprise pour toi ou une suite logique? Ça paraît une suite un petit peu logique. En cadet, j'avais fait des podiums. En junior 1, pareil, j'avais fait un podium en monoplace au championnat de France. Régulièrement, j'arrivais à approcher des tout bons de la catégorie, et qui en international avait un niveau correct, quoi. Donc ouais, tu t'y attends quand même. Et grâce à ces sélections, t'accèdes à quoi alors? À des stages en plus, à des compétitions internationales? Ouais, tu fais la saison avec le collectif France, c'est-à-dire ça représente des stages, ça représentait 2 régates internationales, plus les championnats, quoi, championnat d'Europe, championnat du monde. Alors en junior, à cette époque-là, championnat du monde, c'était l'année sur 2. Et est-ce que tu t'illustres durant ces championnats? En K4, en junior, on fait un podium. Sinon, non. Et après, on aura l'occasion d'y venir. Mais après, assez rapidement, je me rends compte que je suis pas un super bon compétiteur. Assez rapidement, je me rends compte que ce que j'aime bien, c'est m'entraîner. Ce que j'aime, la compétition, j'ai un petit peu de mal. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as du mal dans la compétition? Quand des fois t'es même pas capable de faire ce que tu sais faire, que tu sens que t'as une barre dans le ventre, là. T'as l'appréhension, l'appréhension de la production commence à prendre une place un peu prégnante par rapport au plaisir d'aller produire.
Et ça, comment tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte parce qu'à l'entraînement, t'es meilleur qu'en compétition? Ouais, parce qu'à un moment, je me rends compte que bien manier la pagaie, bien faire glisser le bateau, ouais, ça me demande un état psychologique que j'ai du mal à avoir le dimanche, quoi. Et parce que là, on est en junior, donc tu as 18 ans, entre guillemets. Euh, Est-ce que malgré tout, tu continues les années suivantes à t'entraîner à fond et à faire des compétitions? Oui, ouais, parce que j'aime bien ça. Et ça correspond à un moment, ça correspond à un moment aussi où je veux devenir entraîneur. Comment tu te découvres cette envie de devenir entraîneur? Parce que là, tu disais que tu aimais bien t'entraîner et tu commences à entraîner justement à cette période-là des jeunes ou d'autres personnes? Ça commence à m'intéresser à force de rencontres avec des entraîneurs et tout. Ça commence à me titiller de savoir comment on fait pour bien s'entraîner. Enfin, la suite logique l'articulation des entraînements. Et puis ouais, puis je crois que je prends du plaisir à partager le fait de progresser dans une activité. À ce moment-là, tu fais des études de quoi? Je suis au lycée et là pour être entraîneur, il faut un brevet d'État. Et donc dès que j'étais pas un bon, l'école ça me plaisait franchement pas. Je brandicotais au lycée et donc après il fallait que j'attende d'avoir 18 ans pour aller passer des brevets d'État. Ah, à ton époque, si j'ai pas compris, t'avais déjà le tronc commun et ensuite la partie spécifique. Oui. Ah ouais. Et sur la partie spécifique, alors je reviens sur un truc que tu as dit au tout début. T'as fait un peu toutes les disciplines du kayak. Comment ça se passe pour passer en tout cas, comment ça se passait, parce que maintenant c'est des BPGEPS, mais un BE kayak. Est-ce qu'il y avait des prérequis dans chaque activité du kayak? Oui, à l'époque en slalom, il fallait être j'avais dû faire 2-3 courses de C1 slalom parce qu'il fallait avoir il fallait avoir une performance dans une activité qu'on voulait. Donc moi en l'occurrence ça c'était la course en ligne. Et en Ovi, il fallait avoir un classement. Il fallait faire des courses et puis valider un niveau de classement. Mais donc t'avais que du slalom à faire, t'avais pas de descente à faire? Après c'était du tirage au sort. Et moi j'avais tiré ma démonstration. C'était à Vallon Pont d'Arc. Ma démonstration elle était en bateau de slalom, elle était pas en bateau de descente. Et concernant les autres épreuves, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que moi j'ai passé un BE aussi il y a presque 20 ans. Et je me souviens qu'il fallait apprendre tout le règlement de la fédération. Donc t'avais des questions. Ouais, la vie associée. Là tout pareil. Là tout pareil hein, pour le spécifique, pour le kayak. La vie de l'association, les différents milieux, les différents trucs. Voilà. Et pareil, donc t'avais des questions justement sur l'entraînement. Est-ce que t'as appris ce que tu recherchais sur l'entraînement au BE? Non. Ce qui est du BE1, non. Après, j'ai fait un BE2 en kayak où là, effectivement, sur le tronc commun, mais aussi sur tout ce qui est en stage, j'ai eu l'occasion de rencontrer des bons entraîneurs du monde du canoë-kayak. Donc ça, là-dessus, ça m'a fait progresser. Et j'ai fait aussi un BE sport pour tous. Et le BE Sport pour tous, j'ai été amené à côtoyer un basketteur professionnel de l'équipe d'Évreux, parce qu'à l'époque, à Évreux, il y avait une équipe en Pro 1. Un très bon footballeur du club de Rouen, un golfeur professionnel. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens d'autres pratiques. Et là, pareil, ça, c'était super intéressant cette année-là. Donc après ton bac, tu pars directement dans le passage des BE. Alors tu fais pas de stage ou autre? Ouais. Pareil là-dessus, j'ai eu de la chance. Donc le club de Louviers, c'est jusqu'à
longtemps que j'aille en sport-études. Après, je suis allé au club de Vernon. Club de Vernon qui commençait à avoir une bonne dynamique avec des gens qui commençaient à bien pagayer. Et une équipe dirigeante qui voulait faire un club de compétition. Et donc j'ai été embauché et ils m'ont payé, ça m'a permis de me payer mes brevets d'État. Et là-dessus j'ai eu la chance. Enfin, limite c'est même eux qui m'ont un peu sollicité, tu vois, pour faire un BE sport pour tous, pour me forcer à me former. Et donc là-dessus c'était cool. Donc le club de Vernon, t'as embauché après? Oui, ouais. Donc j'étais embauché au club de Vernon, donc j'encadrais le mercredi et le samedi. Et c'était le tout début où certains soirs, certains jeunes venaient pagayer. Et voilà. Et à côté de ça, ça m'a financé mes brevets d'État. Mais à Vernon, pour ce que j'en ai entendu, là où on navigue, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on faisait quand même de la course? Est-ce que t'apprenais quand même la course en ligne aux jeunes? Ouais, mais à cette époque-là, on maniait la pagaie. On maniait la pagaie et effectivement, à Vernon, c'est la Seine et il y a des zones où il y a des grosses vagues, il y a des péniches, l'hiver, il y a des crues et tout. Mais globalement, on naviguait, quoi. On apprenait à manier la pagaie puis à faire glisser le bateau dans toutes les conditions. Alors après, pour relier ça à des histoires de haut niveau, c'est vrai qu'il y a des fois quand les conditions sont vraiment terribles, est-ce que ça vaut le coup de pagayer? Mais il y a plein de fois quand même, savoir pagayer autre chose que sur un lac tout flac, c'est hyper important. Alors je te pose la question théorique, comment on fait pour pagayer quand les conditions sont désastreuses? Parce que j'ai l'impression... on s'adapte et on essaye de trouver la meilleure solution par rapport à cette technique, son physique et puis le bassin, quoi. Soit c'est des vagues, soit c'est du vent, soit c'est du courant. Enfin voilà, on en revient toujours à l'adaptation, quoi. Tu vois, je posais la question à Sébastien Jouve, que j'avais dans le podcast et je l'avais contacté juste après. Et je lui ai dit, voilà, quand les conditions sont, il y a des vagues importantes, qu'est-ce qu'on fait? Et lui me dit qu'il y avait un peu deux écoles. Il y avait ceux qui gainaient à fond et qui traversaient entre guillemets les vagues, et ceux qui laissaient aller, et pour qui ça marchait tout aussi bien. Est-ce que toi, tu as un avis sur la question? Ouais, j'ai un avis sur la question. C'est que je suis d'accord avec Seb, c'est que dans certaines conditions, ouais, voilà, ça vaut le coup. On en revient toujours retour, c'est d'adaptation. Jusqu'à un certain, on va dire, on va prendre des vagues. Le bassin, ce qui pose problème, c'est les vagues. Jusqu'à une certaine hauteur et une fréquence de vagues, ouais, ça vaut le coup de se dire, on fait comme s'il n'y avait pas de vagues et puis voilà, je serre bien les abdos et puis mon bateau, je le tiens peut-être un peu plus fort que d'habitude. Et puis à un moment, les vagues, les ondes de vagues sont trop rapprochées, les vagues elles sont un peu trop longues et on peut plus percer dedans. Enfin, si c'est pour faire couler le bateau, même son même jupe, enfin, toi, si c'est pour se prendre des paquets d'eau dans le visage, enfin dans le corps et que ça te freine plus que d'y aller en pagayant différemment. Voilà, encore une fois, c'est adaptation. Mais en règle générale, en compétition, en course en ligne, maintenant sur les bassins où on est, quoique j'ai vu des images l'année dernière de Poznan. Ouais, Poznan, là, ça avait l'air affreux. Voilà, où là, tu vois, à Poznan, l'année dernière, ça sert à rien de serrer les abdominaux puis de foncer à travers, quoi. Là, il y a des moments où il faut forcément s'adapter au bassin. Je reviens sur ton expérience d'entraîneur, du moins à tes débuts. Donc là, toi, t'entraînes les jeunes 2 fois par semaine. Qu'est-ce que tu es chargé de leur apprendre, entre guillemets? Qu'est-ce que tu leur apprends? Là, l'école de pagaie, c'est... Ouais, t'es beaucoup plus sur le versant éducateur que entraîneur. Et apprendre la culture sportive, aller courir, enfin tu vois, avoir la pratique sportive dans sa globalité. Dans sa globalité, quoi. Apprendre la vie de groupe, quoi. Même quand on part faire du vélo, si on part à 5, le VTT,
Ouais, s'il y en a qui ont des soucis de mécanique et tout, enfin voilà, on est un groupe, on va pédaler tous ensemble. Faut pas que s'éduquer à la pratique sportive. Et est-ce que c'est ce que toi tu voulais faire à tes débuts? Ou est-ce que ça s'est imposé un peu par défaut? Ça s'est pas imposé par défaut, mais pendant mes années de junior, mes premières années de senior, là c'est devenu un peu comme une évidence pour moi, c'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'en même temps que tu passes tes BE, tu continues la compétition? Ouais, j'ai continué à faire tous les chemins de France. J'allais faire les piges tous les ans. Et certaines années, j'ai réussi à faire des bonnes piges ou des bons championnats. Ouais, là-dessus, j'ai réussi à faire des bonnes courses. Et à Vernon, pareil, on avait une bonne culture de l'équipage. Tous les ans, on avait un bon K4, on avait des bons K2. Les championnats de France, très très bien. J'en garde des super bons souvenirs. Et est-ce que durant ces années, tu continues à te sélectionner en équipe de France? Il n'y avait pas de U23, je crois, à ton époque? Non. J'ai été dans la course jusqu'à mes 21 ans. 2 ans, les 2 premières années. J'ai fait un peu de stage. Il y avait pas de moins de 23 ans, mais en plus moi à mon époque c'était la fin de l'équipe A, l'équipe B. Ils étaient en train de réfléchir à comment faire pour faire venir des jeunes dans le collectif des plus anciens. Ah oui, parce que je me souviens, j'avais parlé avec Sébastien Maillard, il y avait une équipe A, une équipe B. Ça a disparu. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, tu vois, à l'époque, je saurais pas, non. À ce moment-là, quand tu passes tes BE, est-ce que c'est toi qui fais tes entraînements ou est-ce que tu as quelqu'un qui te fait tes programmes? On les fait, on les fait un peu collectivement avec Xavier Fleuriot. Il y a encore des cadres compétents en entraînement autour de nous en Normandie. Quelqu'un comme Francis Liopard. Alors bon, c'est des noms maintenant, ça parle plus à tout le monde. Mais non, c'est collectivement. Tu dis qu'à 21 ans, donc t'arrêtes la compétition. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un tournant professionnel? Est-ce que tu entraînes toujours les jeunes, mais ce coup-ci, tu as en charge l'entraînement de personnes plus âgées? Non, quand je dis que j'arrête la compétition des Championnats de France, je vais continuer. Après, je vais te dire, à 21 ans, je fais des courses de sélection en espérant me sélectionner moi en monoplace. Après, je continue à faire toutes les mêmes courses, mais dans ma tête, je viens pas spécialement me sélectionner, je viens faire une compétition, je viens rencontrer plein de monde que je connais, plein de copains, on va se tirer la bourse sur l'eau, voilà, la démarche, elle est dans ce sens-là. Après, au Chemin de France, là, quand je suis en équipage, il se passe autre chose parce que quand même, voilà, t'es avec tes équipiers. Mais sinon, aucun. Après, j'avais plus spécialement de motivation profonde pour une sélection. Mais tu t'entraînais toujours autant, toujours aussi intensément? Ouais, je m'entraînais toujours. Alors peut-être que il y a certaines fois dans les conditions climatiques trop dures et tout, je plus facilement je remplaçais quelque chose par autre chose. Mais non, j'ai continué et puis j'ai toujours bien aimé faire du sport. À partir de quand, alors, tu entraînes des personnes plus âgées? Est-ce que tu continues au club de Vernon pendant de nombreuses années? Au club de Vernon, j'y suis allé jusqu'à pendant 4 ans. 4 ans. Ouais, j'ai fait 4 ans. Et après, pour le BE2, je suis allé... le BE2, ça se faisait à Rouen.
Ça se faisait à Rouen, et donc et là je suis allé me licencier dans un autre club qui m'a financé mon BE2. Et donc là, pour la peine après, là j'arrête la course en ligne, la compétition. Là j'arrête. Après au club de Rouen, c'était un Cléon, c'était un petit club eau vive. Donc là après j'ai plus encadré de l'eau vive. Mais tu continuais quand même à t'entraîner un petit peu? Je faisais du vélo, je faisais de la course à pied. J'ai fait donc pour la peine, j'ai fait du slalom. Je me suis remis au C1 slalom. Voilà, donc là j'ai fait un peu pendant une saison, j'ai fait du C1 slalom. Et donc là, t'entraînes tous les âges alors à ce club-là, avec ton BE2? Ouais, mais c'est un petit club. C'est plutôt des jeunes de 14 à 17 ans. Et c'est un club où il n'y a pas une grosse culture sportive. D'un point de vue entraînement, c'est pas un truc du délire. C'est l'année d'après. Après l'année d'après, je suis venu travailler à Condé-sur-Vire. Ok, mais comment ça fait que t'as changé rapidement pour Condé-sur-Vire alors? Eh ben parce que j'avais mon diplôme, j'avais fait toutes mes obligations que j'avais à faire. Entre-temps, j'avais fait aussi mon service militaire. J'avais fait le bataillon de Joinville, parce que moi je suis d'une génération, on a dû passer par le service militaire. Mais bon, tiens, par exemple, tu vois, en termes de rencontres, d'échanges, l'année du bataillon de Joinville, pareil, c'était intéressant. J'ai rencontré des personnes super compétentes et super intéressantes dans le monde du sport. Et donc ouais, c'est après en arrivant à Condé où là c'est un club qui est structuré, où là il y a du monde et où là il y a toujours un gros versant éducateur, mais avec quand même à plein de moments un bon versant entraîneur. Comment c'est à Condé-sur-Vire le plan d'eau? On navigue sur quoi? Sur une petite rivière, la Vire. Sur une petite rivière, la Vire, il n'y a pas de ligne. La plus grande ligne droite, elle doit faire 300 mètres. Ah. Il n'y a même pas 500 mètres. Okay. C'est sur un bief de 2 kilomètres. Ton aller-retour, il fait 4 kilomètres. C'est tout petit, c'est protégé du vent. Alors, quand tu pagais à Condé-sur-Vire, tu sais pas naviguer dans les vagues ou dans le vent, parce que là-bas, il n'y en a pas trop. C'est super joli. Après, c'est un petit côté carte postale. Ok. Et là-bas, tu disais donc il y avait du monde alors qu'ils faisaient la course en ligne. Oui. C'est un club qui a 50 ans. Enfin, maintenant qui a un peu plus de 50 ans. Et ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui font des médailles à des championnats de France, qui se sélectionnent en équipe de France. Il y a des gens qui ont fait des Jeux Olympiques. Ouais, il y a une bonne petite culture sport. Mais donc toi, quand t'arrives là-bas, il y a déjà des gens qui ont fait des Jeux Olympiques ou pas? Et est-ce que ça te met la pression en tant qu'entraîneur? Non, ça met pas du tout la pression en tant qu'entraîneur. C'est même super valorisant de côtoyer des gens qui dans le domaine qui nous intéresse ont des bons résultats. Non, et puis c'est que des gens qui sont bien. C'est pas parce qu'on a été. Non, ça posait pas de problème. Non, donc là, à Condé-sur-Vire, t'entraînes tout le monde entre guillemets, tous ceux qui veulent, c'est ça? Oui, ouais. Et donc avec ce que t'as appris de ton expérience en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que toi, tu as une vision particulière sur l'entraînement pour performer en course en ligne? Ouais, bien sûr. Bien sûr que moi, j'ai bien une vision bien précise de ce qu'il faut, de ce qu'il faut, quoi. Livre-moi tes secrets, je t'écoute. Mais c'est bien tout ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de secret, quoi. C'est pas qu'il y a pas de secret. Chaque individu doit trouver la meilleure façon pour exprimer son potentiel physique, psychologique, technique. Après, pour ce qui est de la technique, oui, je trouve que il y a des façons d'aborder certains thèmes qui sont plus pertinents que d'autres.
Est-ce que tu sais me préciser ça? Donne me donner un exemple, par exemple? D'un point de vue technique, quand même, il y a pagayer joli et pagayer efficace. Voilà. Je trouve que trop de fois les analyses techniques de notre activité, elles sont conditionnées par des choses pas objectives, ce qui est un peu la beauté pour l'œil. Voilà, le gars, quand je le vois pagayer, enfin, pour moi c'est joli, donc c'est bien. Et ça c'est un peu limitant. D'un point de vue technique, par rapport à, j'ai souvent quand même considéré que le coup de pagaie, le coup de pagaie commence pas. Alors, on va dire, je viens de finir mon coup de pagaie à gauche, donc mon coup de pagaie à droite. Il commence pas quand ma pagaie à droite, elle va commencer à rentrer dans l'eau à droite. Pour moi, le coup de pagaie à gauche, il commence quand à gauche, la pagaie elle vient juste de sortir. Voilà, la phase aérienne, je trouve que la phase aérienne, techniquement, on passe pas assez de temps dessus. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour travailler la phase aérienne? De travailler à basse cadence, par exemple? Ou tu as d'autres choses en tête? Après, tout ça, c'est ramener à des notions de création d'appui, pagayer avec des pagaies différentes, basse cadence, à haute cadence, voilà. Mais quand même, pour beaucoup, quand même, la phase aérienne, pour trouver du relâchement, pour trouver toutes ces choses-là, quand même, il y a plein de fois, je trouve que on y va un peu vite dessus. Comme si on se précipitait, si je comprends bien. Ben qu'on met beaucoup d'importance à l'attaque devant. Enfin voilà, il faut que tracter fort et tout le bateau, mais que la fin du coup de pagaie, la phase aérienne, le moment où on peut plus propulser, mais il faut que le bateau il avance. Je trouve que des fois on passe pas assez de temps dessus. Ça pour toi que le bateau continue à avancer, est-ce que c'est, si je comprends bien, une question de gainage, notamment au niveau du bas du corps? C'est de faire en sorte que le bateau il soit le plus haut possible sur l'eau, quoi. C'est de faire en sorte que au moment où ma pagaie elle sort de l'eau, mon bateau, ma pointe arrière elle soit le plus haut possible, quoi. Ok. En termes d'entraînement, ta génération, si j'ai bien compris, et celle encore d'avant, faisait énormément de volume d'entraînement. Et j'ai l'impression, en voyant les programmes d'aujourd'hui, que le volume d'entraînement est moindre, en tout cas sur l'eau. Est-ce que tu as un avis sur le sujet, sur le volume d'entraînement à réaliser? Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, là, avec l'ultra spécialisation du 200 mètres, avec on s'est trompé. Là, ce qui est sûr, c'est que là, les volumes d'entraînement étaient devenus trop faibles. Ça là-dessus, ce qui est sûr, c'est que c'est pas celui qui s'entraîne le plus qui gagne, mais il y a des volumes minimums à réaliser qui sont très élevés. On peut pas prétendre être performant à haut niveau en ayant des petits volumes d'entraînement. Parce que là, tu parles du 200 mètres, malgré le fait que le 200 mètres ce soit un effort de 35 à 40 secondes. Non, mais j'ai l'impression que ces dernières années là, il y avait des sprinters où quand même le volume aérobie et le travail de puissance aérobie avait été mis un petit peu un peu écourté. Je te pose la question alors de ton expérience. Souvent, ce que je remarque, même dans d'autres activités sportives, pas qu'en kayak, c'est que certains ont peur des efforts aérobie, donc à basse intensité, dans le sens où ça leur ferait perdre en explosivité. Est-ce que toi, t'as remarqué ça ou au contraire, pas du tout, parce que tu peux perfectionner ton geste en aérobie? Moi, je pense que après, c'est plus une histoire de culture de l'effort ou d'éducation à certains efforts à certains âges.
de faits scientifiques. Où je pense qu'il y a plein de gens, ils nous expliquent ça en disant qu'ils vont perdre de leur explosivité et tout. Je pense que c'est parce que peut-être qu'il arrive un moment, d'un point de vue culturel, je sais pas, d'un point de vue en termes d'éducation, ils ont jamais fait d'efforts longs, ils ont jamais eu l'occasion de trop apprécier, peut-être. Moi, j'ai la sensation que quand tu manques de conditions aérobie, on va dire ça comme ça, du moins dans mon expérience avec la musculation il y a des années, c'est que dès que tu fais un effort aérobie un peu long, ça te fatigue tellement que ça impacte ensuite effectivement tes performances en force et en explosivité. Est-ce que c'est comme ça que tu vois aussi les choses, peut-être? Oui, non, mais pour certains individus, on est d'accord, mais après, on s'entraîne à tout et on s'entraîne à augmenter ses points faibles. Et donc, arrivé un moment, je reste quand même persuadé que pour avoir une bonne explosivité, tout qu'il faut le jour J, il faut avoir un minimum d'endurance. Il a fallu à d'autres périodes de l'année faire certaines choses. Et est-ce que cette endurance, donc je te pousse un petit peu, mais elle pourrait pas être développée en dehors du bateau? Ou est-ce qu'elle doit obligatoirement être faite en bateau, ou du moins une grosse partie en bateau? Il y a quand même, d'un point de vue technique, faire glisser le bateau, ça demande de passer quand même pas mal de temps. Dans tous les cas, il faut passer du temps dans le bateau. Dans tous les cas, ça demande un apprentissage, enfin, naviguer dans toutes les conditions climatiques, de vent, de vagues et tout, ça demande d'y passer du temps. Donc, si on passe déjà 20 heures de la semaine dans une salle, après, il n'y a plus beaucoup de temps pour faire du bateau, quoi. Je voulais parler aussi un peu de planification avec toi, parce qu'aujourd'hui, donc là en ce moment je me documente pas mal sur les différents sports, comment ça s'organise. On voit qu'il y a la planification habituelle que je pense beaucoup connaissent, à savoir une période foncière, plus une période entre guillemets spécifique et compétitive. Et donc on différencie entre guillemets, surtout en hiver, un travail, on va dire, plus d'aérobie, justement, des gros volumes, tout ça. Et on voit des périodisations un peu différentes sortir du lot, des fois, comme étant la panacée, avec soit du polarisé vraiment à l'extrême, ou soit où on fait un peu de tout avec des valences, on va dire, dans la semaine, et où on garde à peu près le même volume d'entraînement toute l'année. Quel est ton retour, toi, sur le sujet, en termes de planif? En termes de planif, non, maintenant c'est plus l'hiver je fais de l'aérobie, au printemps je fais de la puissance aérobie et puis avant les championnats je fais du lactique. Non, ça, ce qui est sûr, c'est que toutes les filières sont travaillées toute l'année en permanence. Par contre, il y a des blocs, il y a des blocs. On sait très bien que quand je suis dans un bloc force, je suis un bloc force en musculation, ou aussi couplé en bateau. Bon, c'est des périodes où effectivement, je vais essayer de faire un petit peu moins d'aérobie en bateau. Je vais travailler, mais ça n'empêche qu'on en fait de la VMA. Enfin, le travail de la VMA, c'est pareil. Maintenant, il faut en faire toute l'année. Parce que quand tu faisais la planification classique, tu vois, l'un des reproches que je vois dans les bouquins que je lis, j'ai pas l'expérience, donc je te pose la question, c'est que quand tu sors justement de cette période peut-être foncière où tu fais beaucoup d'aérobie, en fait, après, comme tu changes justement, tu dis tu fais des puissances aérobie, en fait, tu perds une bonne partie de ton aérobie, et en fait, ton effort en puissance aérobie, t'es moins bon que l'année d'avant, et il te faut du temps avant de revenir. Est-ce que c'est ça que t'as remarqué aussi? Ce que j'ai remarqué, c'est que tout fonctionne comme ça, Rudy. Peu importe que ce soit du volume vers la puissance, de telle filière ou de telle filière, c'est que tu arrives vraiment des histoires de surcompensation. T'as descendu un petit peu ton niveau pour espérer que quand ça va remonter, après tu vas avoir un petit gain. Par rapport au niveau initial. Donc ouais, tout s'articule un petit peu sur ce principe-là. Tu parlais justement tout à l'heure de blocs avec
des valences. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le moment de l'année, va y avoir de l'aérobie, de la puissance aérobie, peut-être de la VMA, de la vitesse, du seuil pour toi. Et après, à chaque fois, en fonction de la période, plus ou moins après de la compétition et de la spécialité, on va dire, à la fin qui est réalisée en compétition, tu vas changer la valence, entre guillemets? Oui, ouais, tu vas changer la valence, tu vas changer un petit peu le temps de l'intensité. Enfin voilà, tu joues sur tous ces paramètres-là pour que le jour J, le puzzle, toutes les pièces soient réunies. Est-ce que tu utilises des calculateurs de charge d'entraînement? Là, je suis en train de lire le bouquin, le livre du cyclisme, et dedans, ils utilisent beaucoup la charge Kogan. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Est-ce que tu utilises ça ou pas en kayak pour déterminer un peu quelle est la charge d'entraînement? Ouais. Alors après, toutes ces choses-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis 2012, je suis plus entraîneur. Moi, j'entraîne. En ce moment, j'accompagne l'équipe de France de marathon. Et certains athlètes plus que d'autres. Mais sinon, au quotidien, je suis plus entraîneur. Donc, j'ai plus un travail de recherche permanent par rapport à ces choses-là. Par contre, par rapport à ce que tu dis, oui, donc tout ça, c'est comme tout, c'est des très bons outils, c'est intéressant, il faut le savoir, il faut l'avoir testé. Après, ça reste qu'un outil. Dans toutes ces choses, et savoir prendre ce qu'il faut prendre quand il faut le prendre. Et c'est là la complexité. C'est là après qu'intervient la complexité du sport de haut niveau. C'est pour ça que je te pose cette question, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de sports, c'est très très codifié. Donc là, je lis un bouquin sur le vélo, donc t'as la fréquence cardiaque, t'as le nombre de watts, t'as la charge d'entraînement, tout est vraiment très précis. Et nous, j'ai l'impression en kayak, la fréquence cardiaque, c'est quand même assez utilisé par la plupart, quand même. Mais on n'a pas ce repère de combien de watts on développe à chaque fois. Donc tu vois, on n'a pas de repère de données externes entre guillemets comparé à l'interne. Ouais, alors, mais si ça on peut avoir, tu peux avoir quand même sur ton manche de pagaie un petit appareil qui te dit un peu deux trois trucs quand même, non? Ouais, mais est-ce que justement c'est là où je voulais en venir. Est-ce que toi t'as déjà utilisé des capteurs comme ça, comme le Motionize ou le Paddle Force que Patrick vend sur Kayak Online? En 2012, c'était le tout début. C'était le tout début de ça. Donc, nous à l'époque, c'était les Minimax. Ah oui. Donc, à une époque, on a réfléchi. Enfin, il y a du monde qui passait du temps sur les Minimax. Moi, pour l'occasion d'avoir travaillé, ouais, c'est un bon outil. Mais après, dès qu'on commence à lui donner trop d'importance, eh ben, on se perd un petit peu dans des zones techniques où après on maîtrise plus. Et est-ce qu'en utilisant ces outils, est-ce que tu as la mémoire, est-ce que tu as remarqué des différences justement pour chaque athlète entre la puissance développée et la façon de pagayer? Est-ce qu'on pouvait dire à un athlète suite à ça, tiens, toi, quand tu paillais comme ça, t'es plus puissant que si tu paillais, je sais pas, avec la main plus haute, t'es un peu mieux avec la main un peu plus basse? Alors, oui et non. Oui dans les grands traits. Effectivement, tu peux voir deux, trois choses. Non, dans le sens où, tu vois, quand tu mets ta main sup comme ça donne ça, parce que c'est pas un instantané, t'as les résultats après, donc t'as beau coupler avec des images, voilà. Et puis après c'est pareil, on est dans des gestuels où la reproduction pile poil du coup de pagaie est un peu complexe. Justement, je dérive là-dessus. Tout à l'heure, tu disais que, et c'est ce qui ressort un petit peu de tous les podcasts, c'est que chacun a un peu sa propre technique. Moi, je suis toujours perplexe entre guillemets sur la hauteur de la main supérieure. Est-ce que t'as un retour à me faire là-dessus? Est-ce que plus j'ai la main haute, mieux c'est, ou finalement chacun a sa hauteur de main? Chacun a sa bonne hauteur de main. Ce qui est sûr, c'est que il faut que la hauteur de main au dégagé,
elle soit en cohérence avec la hauteur du départ. Qu'est-ce que tu appelles le départ? Au moment où la pagaie va rentrer dans l'eau, tu vois, on en revient toujours. Moi, j'aime bien le dégager. Moi, je vais regarder la hauteur de la main supérieure et le placement de la main supérieure à la fin du coup de pagaie. Ok. Voilà. Et ça, a priori, c'est une hauteur où, d'un point de vue technique, au moment où c'est fait, le pagayeur, sa limite, elle est ici. Donc la bonne hauteur du moment, elle est à ce niveau-là. Tu parles de bonne hauteur du moment, ça veut dire que tu as déjà fait travailler certains à dégager avec la main plus haute parce que tu estimais qu'elle était trop basse? Non, alors j'estimais pas que leur main était soit trop basse, soit trop haute. Moi, j'en ai aucune idée de la hauteur il faut que soit leur main. Mais on avait repéré qu'au dégagé, quand même, la pointe arrière de son bateau, elle s'enfonçait, son bateau il tassait et son bateau il était lourd. Donc on voulait faire en sorte que au dégagé, le bateau il soit moins enfoncé, le bateau soit plus léger. Et ça, tu l'obtiens en sortant la main plus haute alors? Tu l'obtiens, tu l'obtiens de la façon où t'es positionné dans ton siège, comment t'es gainé, comment t'es positionné dans ton siège, et comment et ta pagaie à la fin du coup de pagaie, quoi. Ok. Et donc par rapport à ça, à s'organiser. Mais sinon, il n'y a pas de main haute ou il n'y a pas de main basse. Chacun pagaie bien comme il veut. Et c'est ça qui est bien. Ouais, c'est parce que c'est un débat qui revient souvent. Tu sais, moi, je pose des questions. Après, ce qui est sûr, c'est que quand tu fais du pur sprint du 200 mètres, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gars. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont performants et qui ont une hauteur de main qui soit basse. Mais j'ai même l'impression, c'est pour ça que je te pose la question, que quand je regarde ceux qui gagnent, à chaque fois, ils ont la main haute, même sur 1000 mètres, ils ont la main assez haute. Et c'est pas mon ressenti perso, donc. Et tu regarderas bien où est leur main au dégagé. Ouais, je vais regarder. C'est vrai que j'avais pas pensé. Je vais regarder ça. T'es resté combien de temps à Condé-sur-Vire? 3 ans. J'ai fait 3 ans à Condé-sur-Vire et puis après j'ai eu l'opportunité d'aller sur le pôle de Caen. Ok, mais donc sur le pôle de Caen, c'était un pôle espoir ou un pôle France? C'est un pôle espoir. Course en ligne descente. Et il y a même une année, même pendant 2-3 ans, on est slalom aussi. Ok. Et donc toi, t'étais entraîneur de quoi là-bas? Entraîneur de la structure, entraîneur du pôle. Donc c'est, je vais donner son nom, Olivier Tanton, le CTR de l'époque, qui m'a recruté avec, voilà. Et donc là, t'entraînais alors toute la journée des jeunes? Ouais, toute la journée il y a des jeunes. Par rapport au pôle espoir, rapidement. Après, j'ai eu. Après tout s'est bien enchaîné. J'ai eu des athlètes étudiants qui ont voulu rester après. Il y a des sportifs de l'extérieur qui sont venus. Il y a eu un petit essai que les gens ils voulaient venir s'entraîner à Caen, au pôle espoir de Caen. Et donc après ça a brassé un petit peu de monde, c'était bien. T'es resté longtemps au pôle espoir de Caen? 12 ans, 3 Olympiades. Ah ouais, donc et c'est un truc que tu aimes ça justement, entraîner les jeunes? Ouais, c'était ouais. C'est super important les jeunes. Comme je te disais en antenne, j'ai eu Vonx la semaine dernière, donc il devrait être sorti au moment où paraît notre épisode. Et lui, pareil, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup spécialisé dans l'entraînement des jeunes. Et il aimait bien justement essayer de donner, donc c'est moi qui le dis comme ça, hein, mais le spirit aux jeunes, parce que pour lui c'était prédicteur de leur carrière future. Est-ce que toi tu te sentais ce rôle en entraînant les jeunes aussi, de donner le goût de l'effort, de la compétition? Ouais, même en pôle espoir, même là après tu te rends compte, enfin je me suis rendu compte moi que le versant éducateur était bien plus important que le versant entraîneur.
Après, en toute honnêteté, donc j'ai eu la chance de croiser la route de sportifs de très bon niveau. Honnêtement, eux, ils ont pas besoin de grand chose, ceux du très bon niveau. Donc ils ont surtout besoin, quand ils sont jeunes, les bonnes bases, enfin ouais, l'éducation, quoi. L'éducation par rapport aux efforts qu'il va falloir mettre en place pour obtenir de bons résultats. J'ai quelque chose qui me revient quand tu avais interviewé Xavier Florio, que tu connais bien donc. Il m'avait dit que quand Kirsten Neumann avait été recruté, et donc Xavier était entraîneur, Xavier s'évertuait à donner des conseils techniques aux athlètes, parce que pour lui la technique était toujours perfectible. Et Kirsten l'avait pas un peu engueulé, mais il lui avait dit mais attends, les athlètes à cet âge-là, donc en équipe de France, ils doivent déjà savoir pagayer. T'es plus là pour voir s'ils appliquent le plan. Le plan, ouais. Entre guillemets. Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc j'ai envie de dire la technique, on peut toujours l'améliorer, mais quel est ton retour d'expérience? Mon retour d'expérience, alors déjà pour préciser par rapport à ce que disaient les propos de Xavier, là effectivement Xavier, lui, il a connu le tout début de Kirsten. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis arrivé un petit peu après. Ça commençait à être bien mis en place. Ce qu'il a mis en place, lui, en France, ça pourrait représenter une révolution. Donc, effectivement, dans un premier temps, les athlètes, ils étaient habitués à pas trop pagayer, hormis quelques-uns. Mais sinon, quand même, le gros de la troupe, c'était des tout petits volumes, et puis c'était, on fait ce qu'on aime quand on aime, quoi. Mais c'est bizarre, je te reprends vite fait là-dessus, c'est bizarre parce que, tu vois, quand t'as interviewé Pascal Boucherie, François Barou, ou Patrick Le Foulon, c'est des gars qui faisaient un volume d'entraînement monstrueux, et c'est comme s'il y avait eu un trou à un moment. Ouais, mais c'est les seuls qui, eux, avaient des résultats sur l'international. Après tout le reste des pagayeurs, on n'était pas bon, quoi. On n'était pas bon parce qu'on s'entraînait pas assez, quoi. Et puis, on s'entraînait sans aucune rigueur, enfin, voilà. Comme ça, au feeling, tiens, ce matin, il y a du vent, je fais ça, quoi. Tu vois? Au doigt mouillé, quoi. Alors qu'arrive un moment, non. Si tu veux faire un résultat en compétition, il faut s'y prendre autrement. Donc c'est pour ça, là, Xavier, de ce qu'il parle, c'est un petit peu à ce moment-là. Sinon, moi, j'ai jamais eu trop ce problème-là après avec les athlètes. Ils étaient tous déjà bien conscients que pour performer en termes de volume, il fallait faire de l'entraînement. Et en termes de technique, est-ce que pour toi c'est toujours Et en termes de technique, je me suis jamais pris la tête à savoir si le petit doigt, il fallait le mettre comme ci, comme ça. J'ai toujours fait super attention quand on regarde les gens, ce qu'on trouve joli. Enfin, tu vois, le pagayer beau. Là-dessus, je fais très attention au pagayer beau. Sinon, bah non, quand je suis quelqu'un sur le bord, j'aime bien quand même donner vraiment quand il y a des choses qui je parle de technique, oui. Alors j'ai une question, tu dis que t'as pas fait attention aux petits doigts, et pourtant Sébastien Jouve, qu'on peut dire qui est un pinailleur professionnel du moindre détail pour performer, lui était à fond dans ce truc-là. Donc votre mariage devait être assez, je sais pas, intéressant à suivre. Ouais, là-dessus, peut-être que ce qu'il me demandait, c'est il y a un moment, je le regarde et je lui dis non mais ton petit doigt, j'en ai rien à faire, on s'en fout, et puis vas-y, passe à autre chose. Et parle-moi plutôt de ça. Peut-être que des fois c'est ce qu'il attendait de moi. Et peut-être que moi, ce que j'attendais de lui, c'est qu'il m'éclaire aussi sur des choses top pointues. Voilà. Après, tu vois, c'est une relation, c'est des échanges. Et les deux sont compatibles. Je reviens sur un truc que Seb m'a dit, pour te poser une question encore sur l'entraînement. Lui est vraiment partisan de se donner à fond à chaque séance. Il sait, entre guillemets, si je comprends bien, il nous écoutera, mais de ce que j'ai compris, il sait pas faire une séance tranquille, quoi. C'est pas trop son truc. Est-ce que pour toi,
il doit y avoir justement des séances tranquilles et ce management de l'intensité. Tu sais, on dit souvent que plus les séances faciles sont faciles, plus tu peux faire des séances dures, difficiles. Comment tu vois les choses? Moi, je vois les choses que quand tu es un jeune athlète, toi, en début de carrière quand même. Alors forcément, tes séances d'aérobie, ton cœur, il faut qu'il soit dans certaines zones et pas en d'autres et tout. Mais bon, quand t'es jeune, quand même, faut qu'il cravache un peu. Faut quand même cravacher un peu, quoi. Après, quand tu commences à avoir un certain âge, plein d'expérience, où là, effectivement, la gestion de la saison, voire de l'Olympiade, là, t'impose peut-être plus, à certains moments, de effectivement se mettre le curseur un petit peu plus bas. Sinon, en règle générale, quand t'es jeune, quand même, il faut y aller, quoi. Il y a quand même plus de séances, vaut mieux titiller les limites du dessus que les limites du dessous. C'est bien comme phrase, ça me plaît bien. Tu restes 12 ans à Caen. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes après? Qu'est-ce qui fait que j'arrête après? Ça demande donc, je rentrais tard chez moi. Enfin, c'est des horaires décalés. Tu travailles les vacances scolaires, tu travailles les week-ends. Et 40 ans, changement de vie, voir autre chose. J'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour. Je veux un nouveau petit, voilà, c'est ça. Ça correspond au CEB, c'est les jeux. Il y a des jeux à Londres. Au niveau du pôle, j'ai 2 petits jeunes là qui carburent bien. Et ouais, voilà. La vie. Est-ce que tu te dis pas, parce que tu pouvais encore monter, tu vois, t'étais entraîneur en pôle, tu pouvais être entraîneur, postuler pour être entraîneur équipe de France. C'est pas quelque chose que tu voulais essayer? Alors, entraîneur des équipes de France, j'ai eu l'occasion de faire plein de saisons. J'ai même eu l'occasion, j'ai fait des saisons aussi avec les seniors. J'ai été longtemps chez les juniors, chez les 23 ans. J'ai fait plein de saisons en international avec l'équipe de France. Donc là-dessus, je connaissais. Après, le statut, en tant que statut, entraîneur national, aller sur le pôle de verre, ouais, j'aurais trop aimé être à l'INSEP. J'aurais trop aimé être entraîneur et être à l'INSEP. J'aurais trop aimé travailler à l'INSEP. Et ça c'était pas possible? Il aurait fallu que je vive autrement, il aurait fallu que je déménage de chez moi. Il aurait fallu les DTN, parce que j'ai postulé plusieurs fois pour des postes. Il faut absolument passer en France, c'est comme ça, quoi. Ils veulent absolument que tu sois prof de sport. Donc il aurait fallu que je fasse une année de formation de prof de sport. Et surtout, il aurait fallu que je déménage pour habiter à Paris. Ouais, c'est pas la même ville. Je crois qu'avec ma famille, on n'avait pas spécialement envie d'aller habiter Paris. Qu'est-ce que tu fais depuis alors que tu as arrêté d'entraîner officiellement dans le kayak? Et donc je suis chez moi là, je viens juste de finir de restaurer un bâtiment. Je m'occupe de ma maison, de ma femme. Je fais en sorte que la vie soit belle pour elle. Et voilà. Je fais du potager. J'essaie d'être en autonomie alimentaire. Ok, bah c'est un courant qui se développe de plus en plus de ce que je vois aussi. Et tu disais que officieusement, tu travailles un peu avec les personnes qui font du kayak marathon? Oui, ouais. Là, parce qu'en termes de budget, il y a pas grand chose au niveau du marathon. Le manager, c'est Nicolas Parguel. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Bah, Nico qu'on attend sur le podcast depuis le temps, et on espère qu'il va se décider. Voilà, donc les athlètes, il y a certains athlètes qui sont des anciens athlètes que moi j'ai eu en tant qu'entraîneur. Donc Quentin, Stéphane, Jérém, tout ça c'est des athlètes que je connais bien. Donc quand ils m'ont demandé de savoir si je pouvais un peu les aider et puis les accompagner sur 2-3 compétitions et des fois un peu en stage,
ça m'a bien fait plaisir et puis donc j'ai accepté. Et puis ouais, pareil, super intéressant. Ouais, parce que j'ai vu quand j'avais interviewé Steph, que je connais un petit peu l'année dernière, au Gros du Roi quand on était en stage, il m'avait dit que voilà, il y avait plus de budget pour le kayak marathon. Donc bon, ça faisait un petit coup dur, quoi. Et alors qu'au final, les mecs s'entraînent aussi comme des fous, quoi. Donc ça faisait un peu mal au cœur, quoi. Donc toi, c'est quand ils t'appellent que t'y vas, ou t'es au contact aussi un peu tous les jours en soutien peut-être de Nico? Non, à la limite c'est Quentin. C'est Quentin Urban, donc c'est pareil, donc là la petite histoire elle est sympa parce que il est issu de Normandie, il est issu du club de Vernon, donc c'est quelqu'un que je connais depuis super longtemps, je l'ai eu sur le pôle, j'ai eu l'occasion de le suivre et donc on est toujours resté plus ou moins en contact et donc je savais qu'il faisait du marathon. Et voilà, je pense que c'est un peu lui en discussion avec Nico, avec d'autres personnes quand il cherchait quelqu'un en disant mais on est en tant que cadre, il faudrait s'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait nous accompagner. C'est là que mon nom est sorti et donc voilà, donc j'étais un petit peu toujours en contact avec les gars qui pagaient à Condé. Ok, donc là tu les accompagnes sur les compétitions, quand il y a des stages aussi? Ouais, j'essaie de faire au moins un stage avec eux, cette année on a fait une Coupe du Monde, on a fait les 2 championnats, d'aller les voir un petit peu en course. Ouais. Et puis donc là c'est réalisable, là il y a un petit peu de pertinence parce que c'est des athlètes que je connais depuis longtemps, que je connais bien. Et pareil, ce qui m'est demandé, ce que j'essaye de faire comme préparation là pour H pas du monde, c'est plus de l'accompagnement psychologique, de la petite préparation mentale de dernier moment que d'être entraîneur. C'est ce que j'allais dire parce que tu disais que toi justement la compétition c'était pas ton truc, t'avais la boule au ventre tout ça, et je me posais la question, est-ce que tu penses que la préparation mentale t'aurait débloqué ou aidé à ce moment-là? Oui, bien sûr. Après, bien sûr, ça m'aurait aidé, mais quand tu pars avec un niveau ultra faible, de toute façon, t'as beau travailler tout plein de choses et tout, c'est assez rare que tu finis par être un champion de ce truc-là. Ouais, bien. Tu vois, bien après il y a quand même. Mais bien sûr que ça m'aurait aidé. Et peut-être que pour la peine, comme je connais ce genre de problème, effectivement, il y a pas mal de fois, où j'ai le sentiment que les athlètes apprécient certaines discussions avec moi. J'ai l'impression qu'on devient compétent dans un domaine quand on y a rencontré pas mal de problèmes et qu'on s'est posé des questions pour les résoudre. Donc a priori, tu as l'air bien placé sur ce sujet quand même. Ouais. Mais il y a aussi plein de domaines où on est bon parce que on le maîtrisait bien aussi soi-même. Oui. Ouais, tu vois. Ça m'a l'air un peu plus rare. On en revient toujours à la même chose. Il y a pas beaucoup de vérité écrite. Hein. Est-ce que depuis l'arrêt de ta carrière personnelle, est-ce que tu es remonté dans un kayak? Est-ce que tu navigues encore de temps en temps ou pas du tout? Alors autant quand j'étais, tiens, je vais même passer un petit message coup de gueule. Ce qui est sûr, c'est que quand j'étais entraîneur, en tout cas en kayak, je faisais zéro compétition. Quand j'étais en compétition, j'observais ce que j'avais observé et j'allais pas moi faire du kayak. Par contre, depuis que j'ai arrêté, oui, je refais du kayak, ouais. J'en refais pas mal de kayak. Qu'est-ce que tu fais comme kayak? Tu fais de la course en ligne? Ouais, de la course en ligne, ouais. Et est-ce qu'on va te voir en compétition alors? J'en ai fait il y a je fais plus des championnats et tout depuis 3 ans. Okay. Sinon, ouais, j'ai fait en vétéran, là, on faisait des chemins de France, donc j'ai un bon collègue au club, là, avec qui on pagait. Et on faisait toutes les courses régionales, les sélectives, on allait au chemin de France. Et donc t'es toujours au club de Condé-sur-Vire? Ouais, au club de Condé-sur-Vire.
Ok. Ah bah, Et puis sinon, et puis ces dernières années, je me suis mis au vélo. Là, je suis dans un club de vélo. Je me suis mis, j'ai toujours fait du VTT, mais là, depuis quelques années, je me suis mis au vélo de route. Ok. Bah, qu'est-ce que tu fais en vélo de route alors? De quoi? Qu'est-ce que tu fais en vélo de route? Un objectif particulier ou tu roules pour le plaisir? Je roule pour le plaisir, mais avec le groupe où je suis là, j'aimerais bien aller faire l'épreuve du Tour de France à la montagne, là, la journée qui est faite. Ouais, bah souvent c'est près de chez moi. Moi, je suis vers Annecy et souvent c'est vers Annecy et puis c'est des étapes un peu gratinées quoi. Ouais, voilà. Et ben je pense que ça sera peut-être cette année. Ah ouais, ah bah là tu vas te faire plaisir. Hein. Là c'est sûr que là je sais pas si t'as déjà vu, mais là il y a vraiment du monde, il y a des stands à fond. Ah bah oui, ouais. C'est énorme et les places partent très vite. Je sais pas si on t'a dit, mais très vite. Faut vite t'inscrire parce que ça part super vite. Et donc là en vélo, est-ce que tu utilises tout à l'heure je te parlais du capteur de puissance, est-ce que tu utilises un capteur de puissance pour avoir un retour sur tes séances? Non, moi j'ai pas. Moi j'ai pas. Je roule avec des gens qui ont ça, donc j'ai déjà fait des tours. J'ai déjà fait des tours avec un vélo où il y en avait. Non, moi j'ai pas tout ça. Ok, bah tu mets quand même, t'as quand même ta FC ou même pas, ou tu vas vraiment au feeling? Deux, trois fois, j'ai déjà mis, mais maintenant honnêtement je connais bien mon corps. Maintenant je commence à bien me connaître. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je commence à bien me connaître. Ah bah, c'est drôle parce que tu vois, comme je te disais, je suis en train de lire le livre du cyclisme de Joe Friel là, donc une sorte de bible dans le milieu du vélo. Et donc bah c'est marrant de voir une drôle de coïncidence. Et ben j'arrive au bout de mes questions, Hervé. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder? Eh ben écoute, non, pas spécialement. C'est un exercice, c'est marrant de parler du kayak comme ça, vite fait sur des questions bien larges. Ouais, bah l'idée c'est, moi il y a deux idées avec ce podcast. C'est un, bah j'ai des questions et j'aimerais des réponses. T'as bien vu sur la planif, ouais. C'est mes questions, la main sup, tout ça. Donc j'étais un peu embêté pour essayer d'éclaircir mon esprit. Puis là le dégager, faut que je regarde un peu plus en détail parce que je l'avais pas en tête. Et puis c'est aussi de transmettre l'expérience de tous ceux qui ont entre guillemets contribué, qui se sont entraînés à fond, qui ont été entraîneurs, parce que sinon elle va se perdre en fait cette expérience. Et si elle se perd, non, puis c'est ce que je te disais, tu vois, la culture il y a des endroits comme ça, puis il faut qu'on y travaille pour pas que ça soit perdu, de garder une culture parce qu'on peut se faire plaisir, il y a pas à se prendre la tête, hein, mais tout en se faisant plaisir et en pratiquant et tout, il y a possibilité de progresser, quoi, de faire ça bien, d'essayer de se rapprocher de choses plus performantes. Mais bien sûr, donc tu vois, il y a deux objectifs de podcast, et d'ailleurs je relance un appel à Didier Hoyer, que je tanne depuis un petit moment. Ah, que tu voudrais choper? Bah oui, je vois que... Bah là c'est pareil, des gens en termes d'expérience, de rencontres, de... Exactement. Et d'ailleurs toi, est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer, que j'ai pas interviewé peut-être? Est-ce que tu as des noms en tête? Philippe Renaud. Et bah Philippe Renaud, normalement début décembre, il m'a dit ok, donc je vais le relancer début décembre. Eh ben là c'est pareil. Là il est super bien. Ouais, Didier Hoyer, ouais, mais il y a plein de gens, ouais. Ouais, bah j'ai une petite liste que je tanne et tout, mais tu commences, de ce que j'ai vu vite fait, tu commences quand même à avoir une belle liste de gens interviewés. Bien sûr, mais bon, il y en a quelques-uns qui me semblent incontournables quand même. Que je force pour avoir. Et ben dans ce qui est des entraîneurs de la génération d'avant, Philippe Renaud, Didier Hoyer, mais ouais, Philippe Renaud, vas-y. Ok, et bah super. Bah de toute façon il m'a dit début décembre, donc ça approche. Donc normalement, ça devrait se faire. Mais en tout cas, merci Hervé de ton temps. C'était fort instructif. Et toi donc ça va l'entraînement en ce moment? Ouais, bah moi je m'entraîne à fond. Donc ça va. Je m'entraîne, comme je disais, à Vonx presque autant que nos meilleurs athlètes, un peu moins parce que je bosse aussi un peu à côté, car j'ai des trucs, des obligations que j'ai choisies. Mais moi je m'entraîne entre 5 et 6 fois par semaine l'hiver en kayak. Voilà. Ouais. Puis après je cours un peu, je fais un peu de vélo aussi, c'est pour ça que je lis un peu le truc de vélo et puis la muscu. Donc j'arrive vite à 10-12 entraînements semaine quoi. D'accord. T'as quoi comme pagaie?
Alors moi déjà je suis en surski encore parce que psychologiquement ça me perturbe d'être enfermé dans le bateau, de pas pouvoir remonter. Mais moi j'ai une grosse pagaie. Je pagaie normalement je pagaie en 7,80 en 2,17 en surski. Et pour moi la pagaie est petite parce que pendant longtemps j'étais notamment en hiver. Bah pareil, tiens, je peux te poser la question. Il y a ce débat aussi. Est-ce qu'en hiver on prend une pagaie plus grosse ou pas, ou une pagaie plus petite? Donc on prend les deux. On fait 3 semaines avec l'une, 3 semaines avec l'autre. Voilà, bah là on varie. Des fois on alterne suivant les séances. Bah, on s'entraîne avec Christophe Herbin que tu dois connaître. Ah oui, ouais. Donc il m'a dit tu passeras le bonjour à Doudou. Voilà, tiens, du club de Vernon, tout à l'heure on parlait du club de Vernon. Voilà. Aussi. Et donc là en ce moment je suis avec une grosse pagaie, je suis avec une 800 en gamme Rio, toujours en 2,17, mais c'est vrai qu'avec la 7,80 je suis beaucoup plus à l'aise. Et puis là j'aimerais bien acheter une 7,60 justement, comme tu dis, pour varier aussi et voir ce que ça donne, mais Et moi, ce que je te conseille, c'est pas de changer à chaque séance, c'est de faire un bloc. Ouais, c'est ce qu'on fait là. Là, on aime ça. C'est pas pour telle séance, je prends une grosse, pour telle, je prends une petite. C'est pour tel bloc, là, pendant 3 semaines, là, je prends celle-ci et je garde celle-ci. Mais après, je sens que quand je prends la plus grosse pagaie, je suis moins stable, entre guillemets. Tu vois, ça me nécessite plus de gainage. Et la moindre petite erreur dans le fait de rentrer la pagaie, je le sens tout de suite sur le bateau. Alors qu'avec ma 7,80, je sens rien du tout, quoi. Vraiment, c'est donc bon, ça me permet de travailler aussi le gainage, quoi, et puis la technique. J'ai la bon, c'est bien. Ok, alors bonne continuation à toi. Ouais, je suis lancé, donc je vais pas m'arrêter tout de suite. Et puis au plaisir si tu viens sur Annecy, s'il y a le Tour de France pas loin d'Annecy là, qu'à l'étape en tout cas, je t'enverrai un petit message, je viendrai voir comment tu pédales durant cette étape de la mort, quoi. Ok. Et ça marche. Et merci encore Hervé, et puis peut-être à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, au revoir. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.